Non, pas José Garcia! De tous les personnages que vous pouviez tuer, merde! Oh! Avant de commencer, un petit mot rapide par rapport aux commentaires, parce que faut savoir que j'ai enregistré mes vidéos avec une certaine avance, et que c'est que pour cette vidéo que je peux enregistrer un petit peu mes réactions à vos commentaires, et je tiens avant tout à vous remercier. Nous on est à l'épisode 3 au moment où j'enregistre cette vidéo, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui ont donné leur avis, qui ont apporté pas mal de choses, et j'apprécie beaucoup ça. Et sachez que si j'ai pris autant d'avance, c'est pas juste parce que j'en ai rien à foutre de lire les commentaires au fur et à mesure, mais c'est parce que j'aime bien ne pas avoir de retard sur ce que je fais, et parce que je savais qu'il y aurait une période de temps durant laquelle j'aurais pas l'occasion d'enregistrer mes vidéos. Et donc j'ai préféré prendre de l'avance pour prévoir ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup. Il y avait pas mal de commentaires sympathiques, c'était très très cool. Sachez, parce qu'il y a certaines personnes qui tiennent absolument à me faire un topo de la situation de chaque personnage, que une fois de plus, la découverte de ces personnages et ma familiarisation avec ces personnages, ça fait partie de ces réactions à chaud. J'ai envie de vous faire partager comment, par rapport à ce que cette série me montre, j'arrive à me familiariser avec l'univers. Donc oui, vous pouvez me balancer des tonnes de listes sur qui sont tel ou tel personnage. C'est très sympa cette attention-là, mais c'est pas comme ça que je compte découvrir la série. Je compte découvrir la série par rapport à ce qu'elle me montre. Et la série me perd pas, hein. C'est juste que c'est difficile de retenir comment s'appelle qui et à qui est affilié qui pour arriver à situer de façon parfaite un personnage. Mais tous les personnages arrivent à être parfaitement réussis, arrivent à être marquants, et je me souviens bien d'eux. C'est juste que j'ai plus de mal à me souvenir de leur nom et de certaines affiliations, c'est tout. Mais sachez que bon, ça va déjà un petit peu mieux par rapport à l'épisode précédent. Déjà, j'ai appris que Jorah était bel et bien Mormont, c'est bien son nom. C'est juste qu'il est de la même famille que le commandant du mur. Son frère, fils, je sais pas trop. Je sais pas trop si Jorah est le frère, le fils, c'est pas précisé ça. De l'autre, il a été banni parce qu'il vendait des contrebandiers comme esclaves, enfin des braconniers, et d'après ce que j'ai compris c'était assez vache de sa part, parce que être braconnier c'est pas aussi mauvais que ça, dans le sens où quand on braconne, c'est-à-dire qu'on chasse sur des terres que les seigneurs n'autorisent pas, hein, on n'autorise pas à chasser à part les seigneurs de ces terres, et il y a certains qui ont besoin de se nourrir, donc c'est ça quoi, ce genre de braconniers qui font ça par obligation parce que sinon ils pouvaient pas manger. Donc ouais, c'était très salaud de sa part en fait, Jorah, hein. Et donc ouais, les Stark sont moins gris que ce que je pensais, surtout après ce qu'on voit dans cet épisode, c'est sûr. Voilà, j'ai appris aussi de nouveaux noms que je vais retenir par la suite, donc c'est bon, j'arrêterai de les appeler par A à leur fonction. Alors le grand frère de la famille Stark, on dit son nom à 2-3 reprises, c'est Robb, et enfin je retiens le nom de la reine, qui à nouveau je suis sûr, on a dû jamais le dire, ou alors genre une ou deux fois en tout et pour tout avant, pour ça que ça me reste pas en tête, mais ouais, ça a été dit à 2-3 reprises dans les commentaires, et là on dit bien son nom, Cersei, s'appelle Cersei, la sœur Lannister, la reine, donc maintenant je vais me souvenir de son nom à celle-là. Voilà, donc de nouveaux noms que j'ai en tête, ça se remplit petit à petit, hein, je me fais petit à petit, c'est ça un petit peu ça l'intérêt de la série, de la découverte de la série, apprendre à savoir petit à petit ce qui se passe. Voilà, sinon, en dehors de ça, vous avez été très sympathique dans les commentaires. Personne n'a fait de spoiler, ou alors vraiment il l'a annoncé. Genre, je fais un gros spoiler, et puis après il y a un long texte qui montre bien que, bon, j'ai pas lu le texte, que c'était pour discuter de certaines choses et pas juste pour dire machin va mourir à tel moment, ou je sais pas moi, Eddard est le père de Daenerys en fin de compte. J'ai la première connerie qui me vient en tête, si ça se trouve, c'est vrai. Je pense pas, mais bon. Voilà, il n'y a pas ce genre de petit malin qui va dire je sais qu'il se passe ça après, quoi, juste pour dire je connais la série. Non, il n'y a personne qui fait ça, c'est cool. Vous supportez le fait que je découvre au fur et à mesure, et il y a pas mal de commentaires très sympathiques là-dessus. Je vous suis très reconnaissant d'être aussi nombreux à participer dans les commentaires, ça fait chaud au cœur. Quoi qu'il en soit, on va parler de l'épisode maintenant, ce serait pas mal. Alors, ça commence par l'insurrection, entre guillemets, des Lannister, de la garde qui est commandée par les Lannister, et qui s'en prennent un petit peu à tout ce qui touche la famille Stark. Donc tous leurs soldats se font trucider, et on essaye de capturer les deux filles. Hein, la première étant Sansa,
qui se fait un petit peu protéger par sa suivante qui je pense est morte. On le montre pas mais je pense qu'elle est morte et ça ne servira pas à grand chose. Mais j'apprécie quand même le petit courage dont elle fait preuve la suivante. On l'avait vu à 2-3 reprises avant dans d'autres épisodes. C'est cool. Et ouais de toute façon Sansa sera capturée après donc... En revanche, le passage autour d'Arya, ça me... Puisque voilà, elle est en train de s'entraîner une fois de plus avec Syrio Forel. À nouveau, pour moi, c'est choisi de José Garcia, ce type. Et ouais, une fois de plus, j'apprécie ses instructions. On sent que c'est quelqu'un qui comprend la mentalité de la fille et qui lui donne des leçons, mais assez bien pensées, assez finement pensées. Hein, il a ces espèces de manières qui sont assez sympathiques. Il y a un côté un peu marrant, mais un côté assez fort aussi. Donc j'aime beaucoup le personnage et apparemment c'est sa dernière apparition, semble-t-il, puisque ouais, ils sont abordés par des soldats des Lannister et qui ordonne à Arya de les suivre et Forel se dit non, vous n'êtes pas de la famille Stark, vous n'avez pas le droit de dire ça et il les force un petit peu, il la défend, hein, il montre tous ses talents de bretteur pour qu'elle se sauve et on montre de façon pas super claire qu'il doit certainement être mort en la faisant fuir quoi. Eh oui, parce que ça se passe hors champ, quoi. Il a son épée de bois qui est brisée, parce qu'il se bat avec une épée de bois. Ça montre une fois de plus le côté super cool du personnage qui arrive à se battre contre de vraies épées avec une épée comme ça. Et ouais, hors champ, on montre le mec gueuler alors que son épée est cassée et que son adversaire a une épée en fer beaucoup plus efficace. Donc, je sais pas, ça me surprendrait qu'il ait survécu à ça. C'est dommage, j'aime bien le personnage, j'aimais bien le personnage. Et à nouveau, ça montre que vous devez tuer un personnage à chaque épisode à partir de maintenant. Un personnage à temps peu notable, il faut qu'il meure chaque épisode. Non mais vraiment, hein, c'était quoi Joris, un truc comme ça, dans l'épisode 5. C'était Viserys dans l'épisode 6, Robert dans l'épisode 7, et maintenant... Syrio Forel et quelques autres petits personnages qu'on avait vus avant. Chaque épisode, faut qu'un personnage d'importance meure maintenant. Hein. J'espère qu'il y a certains épisodes où ça se calmera un petit peu à ce niveau-là. Mais voilà, on sent que c'est violent le truc quand même. Mais bon, contrairement à sa grande sœur, Arya parvient à se barrer sans qu'elle soit repérée, même par Varys qui a des yeux partout. Hein, on l'avait vu à quelques reprises, hein, le conseiller Varys qui est au courant d'à peu près tout ce qui se passe. Même lui, il n'arrive pas à la repérer. Donc ouais, elle a dû bien se cacher. Et oui, Sansa est capturée et menée devant la reine pour qu'on lui dise que son père est un traître. Elle le croit à moitié, elle se dit qu'il a dû être manipulé ou quelque chose comme ça, parce que elle croit quand même qu'elle et Geoffrey sont faits pour être ensemble l'un pour l'autre. J'ai toujours du mal à voir de la vraie crédibilité dans leur couple, parce que c'est montré assez vite. Mais j'imagine que c'est censé être une espèce de léger coup de foudre ou quoi que ce soit de leur part, parce que on sent qu'il y a un truc entre eux, on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Pour une raison qui est pas super bien amenée, mais on sent qu'il y a un truc entre ces deux-là, quoi, que Geoffrey considère pas Sansa comme une bête fille qui pouvait l'aider à gagner en galon ou quoi que ce soit. Non, 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 hein, semble être attiré par elle, comme on le verra plus tard. Et elle, oui, elle est attirée par Geoffrey, elle l'aime, et elle essaye de concilier un peu le tout en n'arrivant pas à admettre qu'il y a un conflit inévitable entre les deux maisons. Donc ouais, Sansa essaye de plaider en faveur de son père auprès de Cersei en disant un discours qui m'a bien fait rire. Ah non, non, je n'essaye pas d'être malhonnête. Donc oui, Sansa essaye de plaider auprès de Cersei pour son père en disant que ouais, elle ne pense pas à traîtrise, elle essaye d'être une reine à votre image. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête, je veux être une reine à votre image. Ouais, c'était un petit peu en contradiction quand on y pense, mais ouais, elle y pense pas, hein, c'est la naïveté de la jeunesse, on en parle de la naïveté de la jeunesse, là. et ouais, donc elle suit un petit peu ce qu'on lui dit pour essayer de calmer les choses à sa façon, mais ouais, on sent qu'elle est complètement en dehors du conflit, elle sait pas jauger la situation, celle-là. Hein. Et voilà, et on essaye de jouer là-dessus, surtout par rapport à la fin, dans une scène que j'ai un petit peu de mal à saisir.
J'en parle maintenant parce que bon, ça n'a aucune incidence en fait, je trouve, pour le reste. Donc voilà, il se passera certaines choses auprès de différents endroits où les Stark réagiront, où plusieurs personnes réagiront sur ce conflit imminent qui se met en place. Et elle, à la toute fin, lorsque Geoffrey et sa famille mettront en place ce nouveau système où on mettra au pouvoir que des Lannister, c'est-à-dire la nouvelle main du roi, ce sera le père Lannister qui s'appelle Tywin, voilà, je me souviens de son nom maintenant aussi celui-là, et en tant que chef de la garde, on vire le vieux qu'on a vu à quelques reprises, qui était quelqu'un d'assez sage et de réfléchi, en lui disant c'est bon, vous êtes bon pour la retraite, il le vit assez mal, et en disant que maintenant ça devrait être Jaime Lannister qui sera à sa place. Le népotisme est fort chez les Lannister. Donc, oui, ça a l'air d'être très Lannister centré, ce nouveau royaume. Et après ça, à la fin de l'épisode, on voit Sansa qui implore le roi Geoffrey d'accorder la grâce d'être clément envers son père parce qu'elle pense que il a dû être manipulé, on lui a fait croire des fausses choses, sans doute les frères du roi Robert, Renly et Stannis, donc elle soupçonne vaguement comme ça que oh, ça doit être un de ceux-là, voire quelqu'un d'autre qui a manipulé son père pour qu'il croie des choses fausses parce qu'elle n'arrive pas à se dire qu'il y a un conflit inévitable entre les deux clans. Et ouais quoi, elle implore le clément et Geoffrey dit d'accord, j'accorderai le clément à ton père si il reconnaît que je suis le roi légitime et qu'il s'excuse auprès de moi. Et c'est la fin. Et je sais pas, ils essayent souvent en fin d'épisode de montrer un truc un petit peu qui vous prend un peu au trick, qui vous dit ah waouh ça s'envenime ou quoi que ce soit, mais là je me dis ok, si c'est ça votre conclusion, d'accord, c'était pas ultra palpitant comme conclusion. C'est une scène qui aurait mérité, je trouve, d'être mise davantage, je sais pas, un petit peu avant la fin. On aurait pu mettre une autre scène, notamment autour, je sais pas, par exemple, de Jon Snow, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant autour de ça, mais non, on a une scène sur ça. Et ouais, comme c'est pas un cliffhanger, c'est clair et net, mais comme conclusion épique, on aurait pu trouver mieux hein, par rapport aux scènes qu'on avait vues avant. C'est un détail. Mais en tous les cas, ce conflit fait réagir de tous les côtés. D'une part, du côté de Robb, le frère aîné de la famille Stark, qui se dit merde. Il y a le roi Geoffrey qui vient nous demander de nous courber devant lui. Et il se dit, ok, il me convoque, je viens, mais je vais pas me courber, je vais amener toute une armée, tous nos fidèles qui ont juré fidélité donc aux Stark. On va réunir toutes ces armées et marcher vers Port-Réal. Et il y a une scène que j'ai trouvée assez marrante en rétrospective par rapport à ça, d'un point de vue personnel, c'est le fait qu'il y a un des seigneurs qui est donc venu l'épauler, qui est pas content du fait que ce soit pas lui qui mène les troupes. Il dit ouais, soit vous me laissez mener les troupes, soit je viens pas. Et, et lorsqu'il se sent un peu trop insulté par le fait qu'on veut vraiment pas lui laisser mener les troupes, il essaye de dégainer son épée et Robb envoie son loup vers lui pour lui mordre la main et il lui déchiquette 2 doigts comme ça. Et dire ouais, j'espérais que vous vouliez sortir cette épée pour me couper la viande. Eh ben, votre viande est assez dure et tout le monde se marre. S'il vous plaît, je pourrais avoir des soins, je saigne. Wouh, c'est pour montrer qu'il y a parmi les fidèles de la famille Stark des gens un peu plus récalcitrants, au sang un peu plus chaud que les autres. J'ai trouvé ça un peu too much, un peu risible sur les bords. Dans l'exagération. En dehors de ça, on voit la résolution de Robb. Theon qui est prêt à l'épauler, j'aime bien ça. Et on voit qu'il y a quand même une histoire entre ces deux-là qui se connaissent bien. C'est presque des frères, entre guillemets, ces deux-là qui se connaissent bien. J'apprécie ça. Il y a sa mère qui vient la rejoindre au bout d'un moment, parce que oui, la sœur de Catelyn, Lisa donc se dit merde, je participe pas à ça, je veux pas m'exposer à davantage de soucis par rapport à ça, sachant que techniquement parlant, il devrait pas y avoir Jaime qui devrait être en train de s'attaquer à vos terres.
Je sais pas, on parle des accomplissements, des faits d'armes de Jamie à un moment donné dans l'épisode. Il ne devrait pas déjà être en conflit avec vous? Non? Ok, vous mettez pas ça sur le tapis. C'est un petit peu bizarre. Ça va appuyer un problème que j'ai depuis deux trois épisodes par rapport à cette histoire autour de Lisa, tout le passage au... Je sais plus comment ça s'appelle, au royaume de la sœur de Kathleen, Lisa, qui me pose un peu problème. Quoi qu'il en soit, ouais, Kathleen est obligée de rentrer seule sans aide de plus, et ils prévoient un petit peu leurs attaques. Comment ils vont combiner ça, comment ils vont se frotter aux Lannister, sachant que d'un côté il y a l'armée de Tywin et de l'autre l'armée de Jaime, donc ils sont un peu en sous-nombre. Il y a toute une dimension stratégique à prendre en compte, et je suis impatient de voir comment ça se goupille. Sachant que je suis plus du côté des Stark, puisque les Lannister sont davantage étroducs, nous sommes d'accord. D'ailleurs, on a une petite scène avec Eddard à ce sujet-là, qui apparaît très peu dans cet épisode. Sean Bean n'avait pas trop le temps, semble-t-il. Bon, des fois, il y a plusieurs reprises, on se rend compte qu'on peut pas toujours mettre en avant tel ou tel personnage. Enfin bref, il y a une scène où Eddard est dans son château, et où il y a Varys, le conseiller Varys, le nuque, une fois de plus, qui vient un petit peu à son aide en disant que ouais, j'ai rien pu faire parce que bon, j'aurais pas pu me mettre contre ça, contre toute cette armée, sinon je serais mort. Et il montre qu'il essaye de penser un petit peu à la couronne, au trône, et qu'il est un petit peu obligé de suivre le mouvement. On montre quand même qu'il a de la sympathie pour Eddard. On sent qu'il juge qu'Eddard serait un meilleur souverain que la famille Lannister, en tout cas ce qu'il y a sur le trône. Et il essaye quand même de suivre ce qui est au pouvoir, parce qu'il pense un peu à sa sécurité aussi. Il y a ce côté assez clair du « j'ai mes préférences morales », mais je sais... quand est-ce qu'il faut que je fasse gaffe, que j'aime bien chez Varys, tout comme Baelish, quoi. On sent que c'est deux faces d'une même mentalité, ces deux-là, à peu près, que j'aime bien. J'aime bien cette espèce de duo qui forme, particulièrement Baelish et Varys, et j'espère qu'il y aura plusieurs moments autour de ces deux-là par la suite, parce que je les trouve très intéressants. En tout cas, voilà quoi, il est juste là pour lui rapporter un petit peu ce qui s'est passé et lui dire ok, c'était pas très malin de prévenir à la reine de ce que vous aviez trouvé sur Geoffrey, parce que ça lui a permis de se préparer, et il raconte juste qu'il a fait ça parce que par pitié, il voulait pas que ses enfants en pâtissent, et c'était des très mauvais calculs puisque ça lui a permis de rebondir et de prendre le pouvoir contre lui. Et voilà, ça montre la différence de mentalité de la famille Stark et de la famille Lannister, clairement, où les seconds sont un peu des trous du qui pensent au pouvoir avant tout et qui n'ont aucun problème à faire tomber les autres, et où les Stark ont un vrai code de l'honneur et pensent à la justice avant tout. On voit ça avec Robb aussi, on voit ça avec Jon Snow, il a un vrai code de l'honneur lui aussi. C'est quelque chose d'assez fort. C'est fait que, même si c'est pas une histoire ultra manichéenne non plus, il y a quand même plus un côté des gentils et un côté des méchants dans le conflit qu'on montre tout de suite. Sachant que je sens qu'il va y avoir d'ici quelques temps un conflit différent qui viendra. Deux conflits différents qui viendront, et donc j'en parlerai dans quelques temps, mais voilà, c'est très intéressant ça. Enfin bref, pendant que Robb est parti au front, il y a Bran qui est resté, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un Stark qui gouverne le coin, sachant qu'il n'y a pas que lui qui reste, il y a aussi son petit frère, dont ouais, je suis sûr on en avait entendu parler avant, mais il m'est complètement passé au-dessus de la tête celui-là. Et oui, c'est pas le frère cadet, Bran, comme je l'ai dit au début, c'est je sais pas, le frère entre le cadet et l'aîné. Enfin bref, il y a le petit frère à qui il parle rapidement, qui est là. Je sais pas comment il s'appelle. On doit dire son nom à 2-3 reprises, mais vraiment, j'ai pas retenu tout de suite. Parce que celui-là, pour l'instant, il est très peu mis en avant, mais genre très peu. Voilà, Bran montre un peu de courage par rapport à son devoir, etc. Et il y a un petit passage que je trouvais intéressant, avec lui qui prie donc un de ces arbres qui s'appelle les Barral.
Voilà, c'est un arbre paral qui correspond donc aux arbres où on vénère les anciens dieux, où on prie les anciens dieux, qu'on avait vu dans l'épisode précédent. À nouveau, ils ont une espèce de gueule particulière. Je sais pas trop si c'est des expressions fixes par baral ou si ça correspond à l'humeur des anciens dieux sur le coup. Je sais pas trop, ça change à ce moment-là, j'en sais rien. Et puis, on voit venir la femme qu'ils ont capturée et dont j'avais parlé quelque temps avant, donc qui avait menacé Bran, enfin dont le groupe de bandits avait menacé Bran, et qui vient pour lui parler un petit peu de son statut, dire qu'elle fuyait le nord et qu'il y a une menace importante du nord qu'il faut combattre et que c'est plus important de combattre ça que de se combattre entre familles. Malheureusement, je pense qu'ils s'en rendront compte peut-être un peu tard de ça. Et voilà, ça met en avant ce personnage de plus en plus, et j'apprécie ça. Tandis qu'on montre aussi un mec à poil. Oui, non, je vous le dis rapidement, mais voilà, il y a le mec, j'imagine que c'est un type qui a à moitié du sang de géant, un truc comme ça. Et peut-être que c'est lui qui surveille Bran, j'en sais trop rien, mais voilà, il est à poil, il ressort d'un lac ou je sais pas trop quoi. Pourquoi il est à poil, je sais pas. Il est là, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous foutez là? Je ne sais pas. C'est histoire de dire, il est là. Il est plutôt bien membré au passage, je sais. Mais ça servait à quoi en fait? Je sais pas trop. Si histoire de dire, il existe ce type. J'imagine qu'il aura un rôle d'importance par la suite, mais punaise, introduction. Enfin, si ça se trouve, il était déjà présenté avant. J'ai du mal à me rappeler de tous les personnages non plus. Mais voilà. C'est le détail. Mais voilà, il fallait que je le précise, il y avait ça. Ce détail à part, c'est une fois de plus un bon dialogue d'exposition. On met plus en avant les croyances des anciens dieux et le fait que, par exemple, dans le sud, on a complètement laissé tomber ces anciens dieux puisqu'on a abattu tous les barals qu'il y avait dans le sud. Donc ça met un petit peu en avant l'évolution des croyances, etc. C'est ça que j'aime bien dans la découverte de cette série, c'est qu'on en apprend petit à petit sur le lore de toute cette contrée, de tout cet univers, au fur et à mesure, sans que ça soit indigeste. C'est vraiment fluide, ça passe bien, et on apprend petit à petit, et même s'il y a des fois on a un petit peu de mal à situer qui est qui, on n'est pas perdu une seule seconde. Tous les personnages arrivent à être rendus de façon très efficace. C'est quelque chose de très bien foutu, hein. On gère très bien la complexité et on sait rendre intéressant les choses, même si elles ne sont pas forcément ultra évidentes tout de suite. Et si elles gagnent en complexité au fur et à mesure. J'apprécie beaucoup ça. Enfin bref, pendant ce temps-là, il va se passer quelques autres petites choses. Reste trois histoires en parallèle. On va parler de pif paf pouf Tyrion. Voilà, l'histoire autour de Tyrion et qui représente un peu mon problème que j'ai depuis quelques temps. Et ça m'embête parce que j'adore Tyrion, mais il a une bonne personnalité, mais on lui donne pas une histoire sensationnelle avec laquelle combiner ça depuis quelques temps, je trouve. Puisque voilà, il rentre d'avoir gagné son duel judiciaire avec le mec qui a combattu pour lui. Je sais plus, Crâne, un truc comme ça. Je vais pas retenir tous les noms tout de suite non plus, hein, s'il y a des noms, je ne les retiendrai pas tout le temps, hein. Et donc, ouais, il est en train de rentrer direction le camp de son père, et ouais, en chemin, il va tomber sur un groupe de barbares, de guerriers qui s'appellent les Freux, il me semble, dirigé par un mec qui s'appelle Sassa ou quelque chose comme ça. Ou Sama, enfin un truc de genre, voilà, et qui est prêt à le tuer, mais il lui promet de l'aider à conquérir les terres dans lesquelles il se trouve, parce qu'on sent qu'il n'est pas les bienvenus dans ces terres-là, il n'est pas super bien considéré. Il dit que s'il l'aide à retrouver son père, à retrouver le chemin où se trouve son père, la famille Lannister, il lui fournira de quoi s'emparer du coin. Voilà, donc à nouveau, Lannister paye toujours ses dettes, hein, on n'arrête pas de le répéter, ça. Et ouais, ça se termine plus ou moins là, l'histoire avec Tyrion, et qui rentre au camp de son père, afin de faire un petit peu le topo de la situation. Donc il apprend toutes les nouvelles qu'il a loupées pendant qu'il était enfermé, et ouais, c'est tout ce qui se passe, quoi.
son père dit ouais, j'avais affrété une armée pour toi parce que c'est une question d'honneur, on s'occupe toujours de notre famille, même s'il n'y a pas vraiment de lien précis qu'on ressent pour toi. Oui, on sent que ouais, il n'est pas particulièrement fier de son fils Tyrion, mais il voulait quand même le sauver par question de principe. Voilà, c'est tout ce que ça voulait dire. Et c'est plus ou moins tout, quoi. Il y a les guerriers barbares qui vont suivre un petit peu la famille Lannister dans leur guerre qui arrive avec les Stark, et en leur promettant encore plus que ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire je vous aiderai à avoir vos terres et encore plus si vous le souhaitez, si vous faites ça. Et il y a le mec, le chef des barbares, qui dit ok, mais à ce moment-là, Tyrion nous accompagne parce que je le quitte pas tant qu'il n'aura pas tenu notre promesse. Ouais, donc la seule chose que ça amène par rapport à Tyrion, c'est le fait qu'il revient histoire d'eux et qu'il sera un peu obligé de participer au combat. Alors que bon, en temps normal, il n'aurait pas accepté. Et c'est à peu près la seule chose que ça a amené, quoi. Tyrion va participer au combat alors qu'il n'aurait pas accepté sinon. Et j'ai le sentiment que c'est la seule chose que ça apporte, ça. Et tout ce que vous avez mis en place autour de Tyrion, le fait que Catelyn le kidnappe, lui fasse faire un procès, etc., le fait qu'il se barre de lui-même et tout, ça aura amené que dalle. Vraiment que dalle, puisque de toute façon, le conflit entre les Lannister et les Stark aurait quand même eu lieu, vu que de toute façon, Eddard aurait accusé de traîtrise les Lannister, et ils se feraient enfermer, ils seraient donc accusés de traîtrise à leur tour, les Stark, de la part des Lannister qui seraient sur le trône, et ça aurait rien changé que Tyrion soit capturé ou pas. Et ouais, c'est un petit peu un problème pour moi. Parce que, ouais, vous avez mis en place toute cette sous-intrigue importante qui envenime un petit peu, qui met un peu d'huile sur le feu pour le conflit entre les Lannister et les Stark. Mais honnêtement, il n'y aurait pas eu cette huile-là, ça aurait été exactement pareil, quoi. La situation, on aurait été au même niveau. Et la seule chose que ça amène dans cette situation-là, c'est qu'il est obligé de se retrouver sur le champ de bataille. Et c'est tout. Alors que oui, vous auriez pu faire en sorte qu'il serait resté dans son coin. Vraiment, il serait resté donc à profiter de la vie en tant que fils Lannister, en essayant de se soucier le moins possible des affaires de guerre, en ayant quand même en étant quand même à l'affût de ce qui se passe. Et ça aurait été pareil, la situation. Et oui, quitte à devoir le faire se mettre sur le champ de bataille, vous auriez pu trouver une excuse un peu plus rapide par rapport à ça. Et oui, c'est ça le souci en fait. Il y a cette grosse perte de temps que je ressens autour de toute l'intrigue autour de Lannister de Tyrion que vous avez faite. C'est dommage, hein. Et s'il y a des moments assez fun, assez prenants, parce que à nouveau c'est un personnage qui a de la répartie, qui a une bonne réflexion, un bon esprit, mais en dehors de ça, l'histoire qu'on crée autour de lui, la petite intrigue qu'on a créée autour de lui durant ces quelques épisodes, c'était pas intéressant et ça n'est pas grand chose de mon point de vue. Et peut-être que je me trompe, peut-être que ce qui a été mis en place avec Lisa qui l'a capturé, etc., ça amènera à quelque chose d'un peu fort, mais sur le coup. Je veux dire, même le fait que Jaime soit parti en guerre contre la cité, les terres de la famille de Catelyn, j'ai l'impression qu'on joue très peu dessus dans cet épisode, quoi. C'est comme si ça arrivait à peine, quoi. Donc, je sais pas, je trouve qu'on aurait pu faire mieux que ça, hein. Peut-être que la suite me donnera tort, je ne sais pas, mais sur le coup, c'était... voilà. J'aurais pu m'en passer. Voilà. En tous les cas, il reste deux petits trucs en parallèle de tout ça à voir. La chose intéressante autour de Daenerys, déjà pour commencer, qui se retrouve toujours du côté de Khal Drogo, tandis que son peuple pille une ville, une énième ville, parce que c'est un peu leur truc, quoi. On passe dans des on passe dans des villes du coin, et ça a été dit dans un épisode, l'épisode 2 ou 3 il me semble, que c'est un peuple qui a tendance à demander leur dû à chaque village qu'ils croisent, parce qu'ils sont super bourrins, etc. Donc soit vous leur donnez, je sais pas, quelques belles filles pour leur plaisir et quelques petites richesses, et tout va bien pour vous, ils passent sans rien faire d'autre, soit ils vous bousillent la gueule et ils détruisent tout votre village, quoi. Donc ouais,
Très, très, très charmant comme peuple, hein. Je suis impatient de le voir tomber celui-là. Un de ces quatre, je suis sûr qu'il va tomber ce peuple-là et je serais très content de voir comment, s'ils amènent ça bien. Quoi qu'il en soit, ouais, ils sont en train de piller totalement un village qui n'a rien demandé en faisant des prisonniers, des tonnes d'esclaves à vendre et d'autres choses pour pouvoir se procurer de l'or. En dépit du fait que c'est pas trop leur truc, mais s'ils font ça, c'est pour pouvoir s'apprêter des navires afin de se rendre dans le royaume des sept couronnes et de s'attaquer au trône de fer. Et donc, ouais, on voit Daenerys qui se sent un peu coupable de ça, qui se dit ah ouais, ça me fait un peu chier quoi, je suis quand même quelqu'un de pas trop méchante, et j'apprécie moyennement que des autres doivent souffrir pour moi. Bon, j'arrive à l'accepter un petit peu, mais j'aimerais quand même un petit peu faire en sorte que ça ne soit pas aussi mal que ce que je vois, et donc il réclame toutes les femmes qui ont été prises comme trophée par les soldats du Khal Drogo, et se dit ok, je les veux toutes pour moi, pour faire ce que je veux, et donc ouais, vous les violez pas, vous en faites pas ce que vous voulez, ok, hein, c'est moi la reine, alors merde, vous obéissez. Et il y a un mec qui est pas content, un soldat qui est pas content parce qu'on lui a privé sa monture hein, du moment, et il est pas content, il gueule, ah, notre Khal Drogo obéit à une femme, et qu'est-ce que c'est que ce délire? Le Khal le prend mal, il s'est dit, ok, tu veux te mesurer à moi, et il se bat, il le lamine comme une merde. C'est un truc qui passe très bien avec Jason Momoa, c'est que il montre bien que c'est un mec ultra baraqué, qu'on fait pas chier, hein. Même un de ses propres mecs, il le lamine sans trop de soucis. C'est pour ça que, ouais, je sais pas trop combien de temps il va durer, si ça se trouve il va durer jusqu'à la fin, j'en sais trop rien, mais dans le cas où il tomberait, ce serait très intéressant de voir comment, vu que c'est quelqu'un de super fort quand même. Et puis je sais pas trop, c'est un truc aussi par rapport à l'acteur qui joue Khal Drogo, hein, c'est-à-dire Jason Momoa, il a été assez occupé avec son rôle d'Aquaman dans les films d'ici récents. Donc ça me surprendrait qu'il ait eu le temps de participer à des séries, à des saisons plus récentes. C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, quand même, ils feront en sorte que le personnage ne soit plus là. Enfin, je pense. Je me trompe peut-être. Peut-être qu'ils diront ah, il est là il est là, il existe, mais bon, on le montre pas parce qu'on peut pas voir l'acteur, mais il existe, hein. Je sais pas, nous verrons, peut-être. En tous les cas, ouais, c'était correct, c'était une bonne suite de ce qui a été mis en place dans l'épisode précédent autour de Daenerys et de ce qu'elle a lancé, de ce qui a été lancé dans l'épisode précédent. J'ai apprécié ça. Et en plus de ça, il nous reste à parler de l'arc autour de Jon Snow qui est le plus intéressant de cet épisode, je trouve, où il y a la nouvelle déjà de la traîtrise de Eddard Stark qui arrive aux oreilles du mur, et donc il est encore plus mal considéré, il le vit assez mal, c'est un truc important, ça va jouer un petit rôle je sens par la suite. Mais bon, le plus important c'est le fait que après que son loup fantôme a trouvé une main dans la neige, près du mur, et ben ils ont trouvé les deux corps qui allaient avec, et donc ils les ont ramenés pour les analyser un petit peu, et il y a notamment Sam qui fait une petite remarque comme quoi ah, c'est bizarre, ils ne sentent pas, comme si la décomposition n'avait pas du tout commencé, c'est un petit peu étrange, donc oui ça interpelle un peu les gens. Alors, bravo, bien pensé Sam, sachant que sans vouloir être vexant, n'importe qui remarquerait ça, en faisant pour ce peu gaffe, ça c'est bizarre, ils puent pas les cadavres. Sachant que moi, je sais pas, à leur place, je me serais dit, ouais, ça doit être le froid qui les maintient conservés, peut-être. Parce qu'à nouveau, hein, il y a toujours de la neige autour du mur, mais ouais, apparemment, c'est important, quoi. C'est pas une température suffisamment basse pour qu'on considère que ça puisse conserver le corps. Normalement, il devrait se décomposer. Et il se décompose pas, le corps, c'est un petit peu bizarre. Et plus tard dans l'épisode, on verra que les morts reprennent vie, se relèvent. Il y a un de ces cadavres qui se lève en pleine nuit, et ça attire l'attention de Fantôme, donc le loup de Jon, qui finit par le combattre, etc. C'est un moment assez fort d'action, et au bout d'un moment, il finit par le brûler, parce que ça doit forcément suivre les codes du zombie, donc il faut soit lui bousiller la cervelle, soit le brûler entièrement. Et donc, bon, il n'avait rien pour lui bousiller la cervelle, donc il le brûle. Voilà.
Enfin bon, ça, on fera le topo là-dessus. Sam, qui apparemment est assez érudit, a lu pas mal de trucs dans sa nouvelle fonction à l'intendance, a appris des trucs sur les marcheurs blancs et pas les autres, comme j'ai dit à plusieurs moments. D'après ce que j'ai compris à nouveau en commentaire, merci de vos précisions, les autres, c'est le terme qui est employé dans le livre. Il me semble qu'à la base, c'est un roman avant d'être une série, Game of Thrones. Et dans le roman, on dit pas les marcheurs blancs, on dit les autres. Voilà pourquoi la VOST dit les autres au lieu de marcheurs blancs. Donc je ne savais pas, hein. Mais voilà, dans la version française, on a traduit ça assez directement, White Walkers en marcheurs blancs. Voilà, et donc, ok, je dirais marcheurs blancs à partir de maintenant, hein. Désolé pour ceux que c'est un petit peu gêné. Et donc, ouais, c'est un truc des marcheurs blancs de faire ça, et d'après la légende, ils peuvent se tenir terrés sous la glace pendant des millénaires et revenir, et quand ils reviennent, c'est pas joli, c'est pas très joli. Et donc oui, ça a été un petit peu montré au tout début de la saison, hein, avec l'épisode 1, les 7 premières minutes d'intro, qui étaient assez fortes, et là, ça remet ça sur le tapis, c'est cool. C'est très intéressant de poursuivre ça comme ça. John était sincèrement assez attachant comme personnage. À nouveau, je vois pas trop d'où viennent les mèmes autour de Jon Snow pour l'instant, mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est un co-héros, un co-protagoniste très, très attachant, très sympathique, qui est pris un peu par son statut de bâtard, mais qui essaye de faire au mieux. On montre qu'il a une affection pour sa famille, en dépit du mauvais titre qu'il a, quoi. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il est attaché à ça. En tout cas, c'était un bon épisode dans la lignée de la plupart des autres, une fois de plus. Voilà, c'est très efficace comme série, hein, et au bout d'un moment, je sais pas quoi dire, à part que c'est la même veine qu'à peu près le reste de la saison, c'est-à-dire bien foutu. Quelques petits trucs qui me gênent, surtout autour de Tyrion depuis quelques temps, mais ça reste quand même bien foutu. Donc j'ai pas grand chose à rajouter, à part que, ouais, je suis une fois de plus pris dedans, et à bientôt pour l'épisode 9. Au revoir!